Attention, la lecture qui va suivre contient des scènes de violence et d'horreur, ou encore des propos choquants à connotation injurieuse, ordurière, raciste ou sexuelle. Il s'agit d'une histoire de fiction, j'insiste. Malgré tout, le visionnage ou l'écoute de cette vidéo est donc destiné à un public averti. Je décline toute responsabilité vis-à-vis de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Et si ces propos risquent de vous heurter, merci de quitter cette vidéo dès à présent. Frater Luminis Negri, partie 3, chapitre 2. Dans l'attente que débute ma première messe noire, j'étais au milieu de ce salon particulier, décoré d'objets tout autant insolites que diaboliques, entouré d'inconnus et de nouvelles connaissances. Et ici, personne n'était effrayé par les pratiques sinistres ou des propos extrêmes. Chacun se montrait friand d'anecdotes rituelles et d'expériences. C'était tellement différent des précédentes réunions au magasin de Christophe. Ça me paraissait si lointain, cette époque d'amateurisme, alors qu'il s'était à peine passé quelques semaines depuis mon départ du petit groupe. J'avais l'impression que ma vie devenait intemporelle. Les seuls moments que je vivais avec lucidité étaient en rapport avec mon apprentissage du satanisme. Les autres faits de mon existence s'agglutinaient dans un magma insipide et vague d'automatismes inintéressants. Je savourais des sensations de plénitude, entouré de ces frères et sœurs de confession, dont la plupart avaient des têtes qui inspiraient la peur et la folie. Maître René et prêtresse Bastet étaient déjà des fameux spécimens. Ils affichaient des apparences de troglodytes, mais les autres n'avaient rien à leur envier. Il y avait tout d'abord Bélios, avec qui j'avais tout de suite sympathisé à mon arrivée. Le teint cadavérique, un âge impossible à estimer plus précisément qu'entre 50 et 80 ans, il aurait été parfait pour un rôle de zombie dans un film d'horreur. C'était à se demander comment il pouvait avoir la force de se tenir debout. La voix caverneuse et éraillée, il imposait sa présence dans les conversations en revendiquant la réalisation des pires blasphèmes en tant que modus operandi de ses propres pratiques. Balthazar était tout un personnage également. La quarantaine, une allure de professeur avec un pantalon en velours marron élimé. Il aurait pu passer inaperçu, malgré ses longs cheveux abîmés qui tiraient sur le gris, plus fourchus que les sabots du démon en personne. Les yeux globuleux et exorbités, il n'affichait pas la moindre réaction ou émotion. Il restait assis là, sans bouger, à fixer le vide, sans le moindre clignement de paupières. N'importe qui aurait pu penser qu'il était absent, qu'il flottait au milieu d'un délire imaginaire en vivant des scènes hallucinantes qui lui faisaient écarquiller les yeux de la sorte. Il était pourtant très réactif aux salutations qu'il recevait. Tel un insecte prédateur immobile qui attend une proie à sa portée, mais il me donnait l'impression d'être un de ces tueurs dingues à la Richard Ramirez. C'était jusqu'à présent les seuls pseudonymes que j'avais retenus, mais ça ne s'arrêtait pas là. Parmi les 3 femmes présentes, une rouquine aux yeux de braise parlait avec des variations dans la voix qui trahissaient son instabilité mentale. Ses gestes saccadés m'évoquaient le comportement d'une névrosée. Elle était peut-être sous l'influence d'une drogue, même si c'était formellement interdit par le prieuré. Et si ce n'était pas le cas, vu son état, il était peut-être temps qu'elle en prenne. Un grand blond tout sec, aux pommettes saillantes, crispait les mâchoires et faisait craquer la jointure de ses doigts, trahissant sa nervosité ou une agressivité réfrénée. Je l'avais vu à plusieurs reprises lancer des regards assassins à certains membres, dont moi d'ailleurs. Un petit vieux grassouillet se massait l'entrejambe avec discrétion de temps en temps, lorgnant le décolleté de la rouquine avec un regard salace. En faisant le tour des convives, je me rendis à l'évidence. J'étais à la foire aux monstres, des stéréotypes de psychotiques, névrosés, pervers et sociopathes. Quelques individus dans le tas semblaient tout de même normaux, ou dissimulaient peut-être plus habilement leurs vices. À l'aise parmi eux, je me sentais, pour une fois, vraiment à ma place. Bercé par le brouhaha des adeptes, la démangeaison à mon front finit par me sortir de ce flot de pensées. La croûte qui s'était formée était sur le point de se détacher.
Je me grattais avec délicatesse par-dessus le pansement et je repensais aux circonstances de cette blessure. 3 semaines auparavant, j'avais suivi mon initiation satanique. Avant d'atteindre le temple où allait se dérouler l'initiation, j'avais dû traverser l'antichambre, qui était une espèce de long couloir plongé dans le noir. Pendant cette traversée, j'avais marché sur le peignoir que je portais et j'avais trébuché, la tête en avant, sur un des murs à moellons. René, qui m'accompagnait, m'avait relevé tout en me demandant si ça allait. Il devait porter des lunettes infrarouges ou avoir une vision de chouette pour voir quelque chose dans cet endroit. Entre la pelletée de jurons que je n'avais pas pu m'empêcher de proférer, j'avais senti un liquide chaud qui coulait le long de mon nez. Même si j'avais été un peu désorienté par cette chute, je ne l'étais pas beaucoup plus qu'avant de tomber. J'avais donc décidé de poursuivre jusqu'au bout en pestant une fois encore contre ma maladresse et ce peignoir de saplé. Inquiet, René m'avait donné l'impression de bâcler un peu les choses pour vite me faire rentrer dans le temple. Une fois à l'intérieur, éclairé par des bougies et des torches, il m'avait demandé de m'asseoir et de confirmer que je me sentais bien, juste avant de ressortir de la pièce en vitesse. 1 minute plus tard, il était revenu avec un linge humide qu'il avait appliqué sur mon front. Il avait interrogé Bastet pour savoir si on continuait ou pas la cérémonie. La vue de mes mains pleines de sang m'avait donné l'explication de cette soudaine inquiétude, mais je ne m'étais pas senti mal et je n'avais aucune douleur, à ce moment-là du moins. Outrepassant l'interdiction de prendre la parole sans y être invité, je leur avais dit qu'il était hors de question pour moi d'abandonner à cause d'un petit bobo. J'avais vécu cette initiation sans trop me rendre compte de ce qu'il s'y passait, rendu à moitié groggy par le choc à la tête. Je n'avais même pas réagi lorsque la marque du diable m'avait été apposée au fer rouge sur mon corps. Une fois le rituel terminé, arrivé à la salle de bain pour me débarbouiller le visage, j'avais pu voir que c'était un peu plus grave qu'une petite coupure. Le haut du front était tout râpé et une blessure profonde m'avait entaillé de l'arcade jusqu'à la racine du nez. C'était à ce moment-là que mes nerfs s'étaient réveillés et avaient décidé de me faire comprendre que j'avais mal. Je repensais à cette mésaventure tout en frôlant du bout des doigts les reliefs du sparadrap. J'étais satisfait de juste ressentir des démangeaisons à présent. Les 2 semaines qui avaient suivi cette blessure avaient été plutôt désagréables. La plaie s'était infectée au point de me rendre fiévreux. J'avais dû garder le lit les 3 jours qui avaient succédé à l'initiation, grelottant de fièvre malgré la chaleur de la pièce et l'épaisse couette de duvet qui me recouvrait jusqu'au nez. Le médecin de famille avait diagnostiqué une commotion, mais j'avais des doutes sur son analyse. Si je devais prendre en compte les lois d'action et de réaction au sein du monde invisible, il était plus que possible que cette gamelle dans l'antichambre eût été la conséquence d'une idiotie que j'avais faite un peu avant. Alors que j'étais en train de m'entretenir avec René dans le bureau où traînaient tous ses livres, réglant les derniers détails avant de réaliser l'initiation, Bastet l'avait appelé. Il m'avait laissé seul dans la pièce. Le bureau ressemblait à un comptoir de bijoutier, exposant des objets accessibles par le côté, protégés par une plaque de verre. D'une manière irrésistible, j'avais été attiré par les ossements et les bouts de cadavres humains qui étaient exposés sous cette vitre. Curieux, je m'étais emparé d'une main momifiée dont des lambeaux de chair racornie pendouillaient du poignet. Comme un gamin idiot, j'avais mimé un geste de poignée de main avec celle-ci lorsque l'auriculaire s'était détaché avant de tomber au sol. Je m'étais empressé de remettre la main à sa place, mais le doigt ne voulait pas tenir. Tout en m'acharnant à essayer de le pousser contre l'articulation desséchée, j'avais fini par le briser encore en 2. Lorsque j'avais entendu René qui revenait, en panique, j'avais instinctivement poussé les morceaux du doigt dans le fond de ma poche, juste avant d'éparpiller les livres et les papiers sur la vitre du bureau afin de dissimuler la main estropiée. C'était dans un état d'esprit un peu honteux, un peu coupable, que j'avais entamé cette initiation, et lors de ma chute, j'avais entendu mentalement mon père dire « c'est le bon Dieu qui te punit ». Cela m'avait fait penser à une sorte de châtiment cosmique pour avoir abîmé cette relique. Je conservais précieusement le doigt cassé, en tout cas. Cet objet morbide me fascinait, et j'avais vite pris l'habitude de l'emporter partout avec moi dans une petite boîte,
tel un gris-gris qui me réconfortait. Cet épisode m'avait persuadé de l'orientation que devaient prendre mes études occultes. J'étais impatient de progresser jusqu'au dernier grade satanique et commencer ensuite la voie de la nécromancie en parallèle de ma dévotion au diable. En attendant d'en arriver à cette étape, je devais tout d'abord gravir les échelons et commencer par participer à cette première messe noire. Au milieu de mes nouvelles compagnes et compagnons, j'étais un peu stressé et excité de découvrir ce que j'allais vivre dans les prochaines minutes. D'une nature pudique, j'étais également anxieux à l'idée de devoir gérer ma nudité face au groupe. J'avais bien compris l'utilité et le caractère naturel de l'acte, mais il s'agissait d'un complexe que j'avais difficile à surmonter. Il s'était ancré pendant mes années d'études durant lesquelles, en cours de sport, on n'avait pas manqué de me faire remarquer la chétivité de mon corps ingrat. Quoi qu'il en soit, pour combattre le stress, il me suffisait d'observer et d'écouter. Maître René était un véritable pitre. Il mettait tout le monde à l'aise avec ses blagues cochonnes. Pour eux, la messe noire était sans doute aussi banale qu'une soirée belote entre amis. En tout cas, cette atmosphère détendue m'aidait à surmonter l'angoisse de la première fois. J'essayais de faire connaissance avec les quelques personnes qui étaient près de moi. Quelques minutes avant l'heure prévue pour la cérémonie, Bastet, absente depuis peu, revint dans la pièce avec une femme qui dégageait un tel charisme que tout le monde, ou presque, se tourna vers elle. Après un petit temps de silence, durant lequel on devait ressembler à des enfants devant un magasin de jouets, Bastet prit la parole tout en scrutant l'assemblée du regard. Après une absence prolongée, Mortis Nebula revient parmi nous et sera la femme autel de cette messe noire. Habillée d'une tenue en cuir très ajustée, le visage maquillé comme un camion volé, cette femme d'une trentaine d'années avait un corps de rêve et exhibait des seins gros comme des pastèques. Son attitude était très vulgaire et, si son physique était féminin, je l'imaginais bien dans le rôle d'une dominatrice sadique. Bordel à cul, quelle poufiasse. Je n'arrivais pas à décrocher mes yeux de sa poitrine. J'entendis la rouquine assise à côté de moi marmonner pour elle-même « Tiens, revoilà l'amante religieuse », avec une pointe de jalousie évidente dans la voix. Alors que j'essayais d'être le plus discret possible pour lorgner les seins de cette femme, j'aperçus du coin de l'œil le grand blond nerveux qui me fixait avec méchanceté. J'étais sur le point de lui rendre son regard lorsque Maître René annonça d'une manière très amusante qu'il était temps de se préparer. Une fois les verres vides et les cigarettes éteintes, l'assemblée se mit en mouvement pour suivre prêtresse Bastet dans les couloirs de la maison. Nous étions à la queue leu-leu en train de rejoindre la buanderie par les escaliers du hall. Au milieu de ceux-ci, je sentis un coup brutal à l'épaule qui me déséquilibra. Je commençai à faire des moulinets avec les bras au-dessus des marches exiguës. D'instinct, je m'agrippai à la première chose à portée de mes mains, la chemise du membre qui me précédait. À moitié débraillé, celui-ci réajusta son vêtement sans sortir de son fil de pensée. Je me retournai avec Kourou et je pus constater que Blondinet me regardait avec un air moqueur. « Oups, désolé !» se contenta-t-il de dire avec un sourire narquois. « Une espèce de gros connard avec ta tête d'abruti, je vais te faire regretter ça, tu peux me croire. Va te faire écraser en 2 camions, pensais-je. » Je le regardais avec fureur. J'étais tenté de le prendre par le pied et de tirer dessus pour le faire tomber. Mais bon, j'avais avant tout envie de participer à cette messe noire. Me battre n'était pas une bonne idée pour cette première fois parmi mes frères. Je gardais à l'esprit la nécessité de venger cet affront dès que possible, et je suivis les autres jusqu'à la buanderie sans faire d'histoire. Dans celle-ci, il y avait une grande penderie où étaient installés des tabards, les tenues rituelles qui ressemblaient à des robes de moine. Chacun en prit un à sa taille avant de se changer. Je pris soin qu'on ne me vît pas me déshabiller avant d'enfiler ce vêtement. Une fois tout le monde prêt, Maître René nous indiqua un ordre d'entrée avant de nous inviter à traverser l'antichambre. Avec un peu d'appréhension, je suivis la file, relevant d'une main les bords du tabard pour éviter de trébucher à nouveau. Les pans de cette toge traînaient sur le sol et étaient aussi dangereusement longs que le fatidique peignoir qui m'avait causé cette belle croûte sur le front.
Celle-ci me démangeait de nouveau. De l'autre main, je pinçai la tenue de mon prédécesseur pour éviter de me perdre dans ce noir profond.